Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut, c'est Jonathan du podcast de ma semaine Star Wars. Bienvenue tout le monde à l'épisode 53. Aujourd'hui, c'est un épisode en lien avec l'univers légende. On va parler du comic en 3 parties qui se nomme Threat of Peace. Mais avant, comme je fais toujours, je vais vous faire un petit retour sur mes dernières semaines de ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Puis je vous dirais, on va commencer avec mes réceptions. J'ai reçu 2 romans qui touchent la phase 2 de la Haute République de l'univers canon Disney de Star Wars. Puis juste rapidement, là, pour faire une petite explication de la phase 2. Contrairement à la phase 1, on ne poursuit pas les événements sur la ligne du temps en avançant dans le futur. Cette fois-ci, on va faire un bond de 150 ans en arrière, donc 150 ans avant la phase 1. Puis on va se retrouver, si je ne me trompe pas, environ à 382 ans avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Donc, un peu comme on l'avait fait, comme Disney, ou même George Lucas l'avait fait dans le temps. Il avait présenté sa première trilogie, la 4, 5, 6, en premier. Après ça, il était revenu dans le temps pour nous faire les 1, 2, 3. Puis après ça, Disney, on fait les 7, 8, 9. Dans le futur, là, c'est un peu le même principe. Avec l'ère de la Haute République, on décide, la phase 1 se passe à une certaine époque. Après ça, on recule dans le temps, on va faire la phase 2. Puis après ça, on revient dans le futur pour poursuivre avec la phase 3 qui se passe tout de suite après les événements de la phase 1. Donc, j'ai reçu 2 romans de cette fameuse phase-là. Le premier, c'est un roman adulte qui était au début sorti en version audio seulement. C'était vraiment un livre audio qui se nomme La bataille de Jedha. Puis, c'est un script par l'auteur George Mann. Puis, moi, j'ai déjà en plus la version papier en anglais. Je m'étais procuré ça parce que, un peu comme ils ont commencé à faire un peu avec leur livre audio qui était exclusif audio, ils ont décidé de commencer à sortir une version en texte de ces scripts audio-là. Puis, on avait eu justement celui-là. Dans le passé, moi, je me l'étais procuré en version hardback, en version rigide, qui est quand même un très beau livre. Puis là, cette fois-ci, je me suis procuré la version traduite en français chez Pocket, qui s'appelle évidemment La bataille de Jedha. Puis, donc, j'ai mis la main sur ça. Je vais conserver les 2 versions pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, je me départirai de ma version en anglais, vu que je l'ai maintenant en français, mais on va voir. Je ne sais pas ce que me réserve le futur pour ça. Sinon, deuxième et dernière réception, j'ai mis la main sur un livre jeunesse, encore dans la Haute République, qui se passe aussi dans la phase 2. C'est, le titre, c'est La quête de la planète X, un livre jeunesse, comme je disais, publié chez Bibliothèque Verte. Donc, un autre petit livre comme ça que je vais éventuellement lire lorsque je serai rendu à lire la phase 2 de Star Wars. Sinon, ce qui concerne mes lectures, j'ai lu le roman Splinter of the Mind's Eye, qui est le premier roman qui est paru dans la ligne du temps légende de Star Wars, le 1er avril 1978, écrit par Alan Dean Foster. C'est quand même particulier parce que ce roman-là a été écrit après que le premier film, Un Nouvel Espoir, soit sorti, puis on n'avait pas du tout... le deuxième film, L'Empire contre-attaque, n'existait pas, puis ainsi de suite. Donc, on n'avait pas énormément d'informations au sujet des personnages du film Un Nouvel Espoir. Puis même que dans ce roman-là, ce qui est un peu particulier, on a une certaine ambiguïté avec Luke Skywalker et la princesse Léa. Nous, on le sait depuis toutes ces années-là, Luke et Léa sont des frères et sœurs. Mais dans ce roman-là, c'était pas quelque chose qui était encore défini. Donc, on a des passages un peu troublants, si on peut dire de cette façon-là, entre Léa et Luke. Donc, Luke a comme une certaine attirance physique envers la princesse. Donc, quand tu sais que c'est des frères et sœurs, c'est un peu spécial, mais bon, c'est un livre qui date de cette époque-là, mais ça reste quand même une petite aventure quand même intéressante. J'ai apprécié ma lecture. C'est un livre qui n'est pas traduit en français, par contre, donc je me l'étais procuré il y a longtemps. Je pense que c'était même la première édition là, qui date vraiment de 1978. Un très vieux livre, mais quand même, je le considère un peu comme une petite pièce de collection dans mes romans. Donc, j'ai lu ça, c'était quand même intéressant. Éventuellement, lorsqu'on va être rendu à ce moment-là dans la ligne du temps légende, je vais vous en parler plus en détail, c'est sûr. Mais moi, c'était ma première lecture. Puis, ça a été quand même intéressant. Sinon, par la suite, deuxième roman que j'ai lu, qui est vraiment le deuxième roman qui est paru
dans l'univers légende, c'est le roman Yann. Et oui, vous entendez bien Yann et non Han Solo, parce qu'à cette époque-là, puis même, je pense qu'il y a plusieurs romans où on voit que c'est écrit Yann Solo et non Han Solo en français. Donc, celui-là, c'est Yann Solo au bagne des étoiles, qui est le premier roman d'une trilogie en lien justement avec Han Solo. Puis, ce roman-là a été écrit par Brian Daley le 12 septembre 1979. Donc là, on est encore une fois à une époque où ça se passe avant le film Un Nouvel Espoir. Donc, c'est vraiment une aventure juste avec Han Solo et Chewbacca. Puis, c'est une chose comme ça. Donc, il n'y a pas de Luke, il n'y a pas rien de ça. Les Jedi non plus. C'était quand même bien. Moi, j'ai déjà eu dans le passé l'autre trilogie en lien avec Han Solo. Je ne me rappelle plus des titres présentement. Mais je vous dirais que ce livre-là, Han Solo au bagne des étoiles, c'était correct, mais c'est pas du tout la meilleure lecture que j'ai faite à date dans l'univers légende de Star Wars. Mais quand même, c'est le fun de voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemblait plutôt les lectures à cette époque-là. Puis aussi, tu sais, en parallèle de ça, vu que je lis tout ce qui est paru de façon, les dates de parution de chaque produit, les comics, les nouvelles et les romans, bien, entremêlés à ces deux romans-là, j'ai avancé aussi les comics Star Wars, la série originale Marvel, qui date des années 1970, évidemment, là, qui était, même que le premier comic de cette série-là était paru avant la sortie du premier film, qui était justement, ça racontait une partie des événements du film. Puis là, j'avance tranquillement là-dedans, puis c'est quand même intéressant, c'est spécial, parce qu'on a affaire à du Star Wars un peu, tu sais, avant que les bases soient vraiment définies, qu'on ait des personnages vraiment campés dans les rôles qu'on est d'habitude de voir. Donc, c'est un peu spécial. On est face un peu à des comics de cette époque-là, donc des aventures qui pourraient quasiment être un peu considérées loufoques. Il y a même un personnage de ces séries-là qui est revenu en force dans l'univers canon. Ils ont décidé de le sortir il y a quelques années. Je crois que c'était Jackster, qui est comme une espèce de lapin de l'espace. Là. C'est un peu étrange. Là. Je sais que si j'ai bien lu, il me semble que j'avais vu des commentaires un peu, puis que je crois que George Lucas n'aimait pas du tout ce personnage-là. Peut-être que je me trompe, là, prenez pas ça pour du cash, mais il me semble que j'avais lu quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est quand même spécial. Là. C'est un lapin. Il a vraiment des grosses oreilles, puis tu le vois, là, c'est clairement ça qu'ils ont voulu démontrer comme le visuel, le physique de ce personnage-là. Mais bref, c'est quand même intéressant. Puis j'avance là-dedans, j'en ai pour très longtemps, là, parce que chaque roman, j'ai une dizaine de comics entre chaque à lire, puis j'avance comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Sinon, dernière petite chose que je voulais mentionner, il y a très longtemps, j'avais écouté le fameux Star Wars Holiday Special qui était sorti dans les années 70, qui est, ma foi, là, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est quand même horrible comme spécial de Noël qui était sorti. Je l'avais déjà écouté dans le temps, une fois. Puis là, je me suis dit, bon, vu que je vais dans l'ordre de toutes les choses qui sortent, je vais le réécouter. Mais, juste pour le revivre. Mais je vous le dis, j'ai pas été capable. Après 10 minutes, même pas, là, j'ai fait, OK, non, là, j'ai pas assez de temps dans ma vie pour m'obliger à l'écouter une deuxième fois. Donc, j'ai laissé faire, j'ai arrêté ça. Puis j'ai dit, bon, ben ça, c'est check dans ma liste. Je l'ai vu, puis tu sais, même que je pense pas réécouter ça une fois dans ma vie. Là, c'est tellement troublant. Puis tellement... ça fait vraiment années 70, par exemple, là, ça qui est spécial. Là. On voit c'était quoi... comment ça pouvait faire des shows un peu déjantés, tout ça. Mais pour de vrai, moi, j'ai trouvé ça pénible. Là. J'ai décidé de laisser faire. Sinon, avant qu'on se lance dans notre lecture, je voulais revenir rapidement sur une petite chose que vous l'avez peut-être vu pour certains. J'ai sorti un épisode un peu hors série du podcast. Un épisode que j'ai nommé On jase, que je pense que je vais renommer à On jase, là, juste pour faire différent, je ne sais pas trop. Puis c'était tout simplement moi qui s'amusais je me suis filmé en train de faire un Lego Star Wars. J'en ai quelques-uns à la maison que je dois faire, que j'ai toujours pas pris le temps. Puis je me suis dit, hey, ça pourrait être le fun, je vais filmer, mettons juste moi qui monte le Lego, puis que je jase en même temps de quelque chose en lien de Star Wars. Puis cette fois-ci, on le sait, là, dans les dernières semaines, ce qui était quand même fort dans l'actualité Star Wars, c'était la cancellation de la série The Acolyte. Donc, je suis revenu un peu sur ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller
à voir cette vidéo-là, ben, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Ma Semaine Star Wars. Puis vous allez voir la vidéo, là, ça se nomme simplement On jase là. Puis c'est simple, là, c'est un Lego que je monte. Donc, vous pouvez regarder ça. J'ai aussi fait une version, je l'ai publié, je me suis permis de le publier en audio seulement dans le podcast. Donc, on a vraiment un épisode qui est hors série, là, que je l'ai nommé tout simplement On jase là, épisode 1. Est-ce qu'il va en avoir d'autres de même? Peut-être. Si jamais je vois qu'il y a un certain intérêt, puis il faut que j'aie quelque chose à dire aussi, là, je ne vais pas en faire un juste pour en sortir un autre. Donc là, c'est parce que j'avais le goût de jaser un peu de ça. Vous donner un peu ce que j'en pensais de ce qui est arrivé avec The Acolyte, puis où est-ce que ça s'en va. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous êtes intéressé. Puis, je vous dirais que c'est pas mal ça là, pour l'instant. J'ai même essayé la semaine dernière de faire un autre épisode de On jase là. Puis finalement, ça a tombé à l'eau. Là. Quand j'ai réécouté ça, je trouvais que ça se tenait pas trop. J'ai essayé comme un autre petit concept, mais je pense que je vais m'en tenir à ce que j'ai fait l'autre fois. Là. Peut-être un petit Lego, quelque chose quand j'en aurai un autre à faire. Donc, restez à l'écoute si jamais vous voyez ça. Vous m'en donnerez un peu ce que vous en pensez. Donc, c'est pas mal ça pour mon retour des dernières semaines. Donc maintenant, on va se lancer dans notre lecture d'aujourd'hui. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, notre lecture aujourd'hui, ça s'appelle, comme je disais, Treat of Peace. C'est en 3 parties. Ça se passe 3653 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le premier film de Star Wars, épisode 4. L'auteur de ce comic-là, c'est Robert Chesney. Puis au dessin, on a Alex Sanchez. Là, ce qu'il faut savoir de ce comic-là, c'est que c'était un comic, ou plutôt un webcomic. C'était publié sur le site de Dark Horse Comics sur Star Wars The Old Republic.com. Puis, c'était publié, si je ne me trompe pas, 2 fois par semaine pendant plusieurs mois. Puis, le premier numéro est sorti le 27 février 2009. Donc, on commence avec, on se retrouve sur la planète Alderaan pendant les négociations de paix entre la République et l'Empire Sith. On voit le personnage, la maître Jedi Dar Nala et Satali Shan. Finalement, on est un peu à la scène qu'on avait vue ou plutôt qu'on avait lu dans le comic, pas le comic, mais le roman Complot. Puis donc, ça se passe un peu à ce moment-là. On les voit comme en pleine rencontre de négociation. Puis là, par la suite, on va voir une autre scène qui se passe cette fois-ci sur Coruscant. Puis on va voir les événements de l'attaque du temple par l'Empire, justement. Puis l'attaque de la planète Coruscant. Mais cette fois-ci, au lieu de le voir au niveau avec les yeux de Darth Malgus, ben, on le voit avec Darth Angral, qui était justement un peu j'imagine un peu supérieur à Darth Malgus. Bref, on voit, c'est à ses yeux à lui, où on voit l'attaque qui se passe sur justement le temple Jedi, puis la planète, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant de le voir d'une autre façon. Puis, en même temps, sur Coruscant, on voit une autre scène avec le maître Jedi Orgus et le lieutenant Tavus qui sortent d'une rencontre au Sénat avec le chancelier. Puis là, ce qui arrive à l'extérieur, ben là, ils constatent justement l'attaque qui est en train de sévir sur la planète. Puis là, on voit que un gros combat, si on veut, entre Maître Orgus et Darth Angral. Mais évidemment, pendant ce combat-là, sont interrompus par l'explosion du vaisseau qui s'écrase sur le temple Jedi. Fait que, c'est un peu notre introduction à ce comic-là. C'était quand même pas mal d'action au début, juste pour nous présenter un peu la grande ligne de qu'est-ce qui se passe dans ce comic-là. Là, par la suite, on revient, on a le chancelier qui contacte le sénateur Amris sur justement Alderaan pour l'aviser de l'attaque. Finalement, Amris, lui aussi, on le connaît parce qu'il a été mentionné quelques reprises dans le roman Complot. Donc là, on voit que le chancelier communique avec lui pour justement l'aviser de ce qui vient d'arriver, l'attaque qu'il y a eu sur Coruscant. On voit que le chancelier, en même temps, quelques temps après, excusez-moi, on voit que le chancelier, il se fait tuer par Darth Angral. Puis là, Satali Shan, quand elle apprend ça, elle décide d'attaquer le seigneur Barras qui était présent justement dans les négociations. Mais évidemment,
la maître Jedi Darnala l'arrête avant qu'elle fasse cette attaque-là. Par la suite, là, on va revenir à... On voit que Maître Zim, qui fait partie du Grand Conseil Jedi, demande à Darnala d'accepter les conditions de l'Empire. Parce que... Puis même qu'il va même lui exiger de dire à Satele Shan de présenter ses excuses pour... vu qu'elle a perdu contrôle, puis qu'elle n'a pas réussi à contrôler ses émotions. Donc, on voit que pour eux, c'est quand même très important que le traité de paix ait lieu malgré l'attaque de l'Empire. C'est pour ça que Maître Zim exige que Satele Shan présente ses excuses puis qu'il accepte toutes les conditions de l'Empire pour que justement cette attaque-là cesse sur Coruscant. Là, sur une autre planète, la planète Dantooine, on va retrouver un nouveau personnage, Braddon. C'est un bounty hunter engagé par la République pour un contrat sur un Wookiee qui travaille pour l'armée impériale. Là, justement, à cause que la République doit arrêter les attaques contre l'Empire, ben le bounty hunter, lui, finalement, il doit arrêter son contrat, si on veut, qu'il avait eu par la République, mais lui, il veut pas. Fait qu'il refuse d'annuler son contrat, puis il décide de poursuivre, justement, sa chasse pour ça. Il ensuite, on le voit qu'il est par la suite capturé par le Wookiee, puis il va être amené sur la planète Korriban à bord d'un vaisseau. Là, on revient à Maître Orgus et le lieutenant Tavus, qui constatent, évidemment, ils vont voir un peu l'attaque qui a eu lieu, puis là, ils constatent toute la destruction du Temple Jedi. Puis, une fois que tout ça, évidemment, une fois que les troupes de l'Empire sont parties de Coruscant. Là, on va se déplacer. On voit que rapidement, les choses se passent. On avance quand même rapidement dans le temps. Là, on va aller sur la planète Korriban, où ce que le seigneur Barras est félicité pour son travail sur Alderaan. Fait qu'on voit déjà, lui, il est revenu sur Korriban, excusez-moi. Puis les négociations sont complétées. Là, on voit que Darth Angral attaque le seigneur Barras pour ne pas lui avoir laissé suffisamment de temps sur Coruscant pour exterminer les Jedi. Donc, on voit que lui, il aurait voulu poursuivre puis même aller plus loin dans l'attaque. Mais là, Barras lui dit qu'il suivait simplement le plan qui avait été établi, puis qu'il a même failli laisser sa peau quand Angral avait décidé de tuer le chancelier. Fait que là, on voit qu'il y a un gros désaccord entre les deux. Là, Angral lui dit que plus jamais il va se retenir lorsque la chance va se présenter pour détruire la République. Donc, si jamais il y a une autre chance là, à porter un coup fatal à la République, ben, il ne va pas se retenir et il va le faire la prochaine fois, autrement dit. Là, Darnala et Satele Shan sont envoyés dans le secteur Kuat, dans le monde centre, si on veut, le Core World. Darnala croit que c'est pour les tenir à l'écart justement des négociations, du traité de la paix, tout ça, là, un peu les éloigner vu qu'ils ont un peu créé des problèmes. Puis même que maintenant, pendant leur déplacement, si on veut, vers cette destination-là, ben, ils sont surveillés par un droïde nommé SP qui est chargé de monitorer la République et les Jedi pour s'assurer qu'ils respectent le nouveau traité qui a été tout juste signé. Donc, ils sont maintenant chaperonnés, si on veut, par un droïde. Là, maintenant, on va aller sur une autre planète, Narshada, au Star Cluster Casino. On va retrouver Nock, un personnage à cet endroit-là dans le casino, qui accepte une offre très alléchante de Darth Angral, qui ne peut vraiment pas refuser. On n'en sait pas plus à ce moment-là qu'est-ce que c'est que cette offre-là, mais évidemment, on va en savoir un peu plus tard. Là, si on revient à bord du transport impérial, dans lequel, justement, le Bounty Hunter, le chasseur de primes, Braddon, est enfermé, ben, il est en route pour Korriban, évidemment. Comme on disait tantôt, il allait être amené à cet endroit-là. Puis là, il entend en même temps une communication qui dit qu'ils sont présentement attaqués par un vaisseau de la République. Puis là, évidemment, ils vont envoyer, plutôt les responsables du vaisseau de l'Empire vont envoyer une équipe pour aborder le vaisseau de la République pour tenter de ramener au moins une personne vivante à bord de leur vaisseau pour justement l'interroger. Ensuite, si on revient justement à bord de ce vaisseau-là de la République, ben, on a SP, le droïde qui informe Satele Shan que leur vaisseau est présentement attaqué. Puis là, Satele voit qu'à ce moment-là, Darnala qui se fait capturer par des commandos impériaux.
Puis là, elle a réussi de justesse à se sauver avec le droïde SP dans une capsule de secours pour tenter de partir puis aviser le Conseil Jedi de ce qui arrive présentement. Donc, de les aviser de cette attaque-là faite par l'Empire. Ça, c'était le premier numéro des 3 comics. Donc, tout de suite, là, on va se lancer dans le deuxième. Là, on est de retour, ou plutôt, on va sur encore là une autre planète. On est rendu sur la planète Balmorra. On va retrouver un Jedi qui a décidé de partir libérer un escouade qui a été fait prisonnier par les Impériaux. Puis là, à ce moment-là, son général, le général Burin, on voit qu'il n'a pas du tout autorisé ce sauvetage-là. Puis là, pendant justement le sauvetage, le Jedi va devoir affronter un Sith, puis il va réussir à le vaincre et à le tuer. Là, on va venir sur Coruscant. On va retrouver le sénateur Amris qui informe le maître du conseil, Zim, que la reconstruction du temple Jedi est suspendue indéfiniment parce qu'ils n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires présentement pour faire ça. Là, maître Zim, de son côté, va demander à maître Orgus de se rendre sur Balmorra avec le lieutenant Tavus pour gérer une situation avec le Jedi Fortriss Gall. Là, on va revenir à bord du vaisseau de transport impérial au centre de détention. Puis là, on voit que finalement, Maître Darnala, qui a été capturé, est présentement torturé par le capitaine du vaisseau. Puis lorsqu'il quitte, elle en profite pour libérer Bradun, le chasseur de primes, qui est enfermé dans une autre cellule et lui demande de transmettre un message au chevalier Jedi Satellishan et au maître Zim sur Coruscant. Évidemment, il va accepter de se sauver du vaisseau, mais avant de se rendre sur Coruscant, il décide qu'il doit tout d'abord faire un arrêt spécial avant de se rendre là-bas. Juste avant que les Mandaloriens récupèrent la capsule de sauvetage de Satellishan et l'envoient au marché d'esclaves sur Geonosis, Maître Orgus et le lieutenant Tavus attaquent les Mandaloriens et récupèrent la capsule. Autrement dit, ils sont arrivés juste au bon moment pour réussir à récupérer la capsule puis empêcher les Mandaloriens de faire ce qu'ils s'en allaient faire avec cette capsule-là. Lorsque Satellishan leur raconte ce qui s'est passé avec Darnala, puis au sujet comme quoi que les Impériaux viennent tout juste de déclencher à nouveau la guerre, Orgus décide de contacter Maître Zim pour le consulter, savoir qu'est-ce qu'il doit faire suite à cette information-là. Puis là, comme Darnala a libéré Bradun, le capitaine impérial demande aux Wookiees de procéder à son exécution, donc à l'exécution de Darnala. J'imagine en même temps pour se débarrasser d'elle puis utiliser un peu le Wookiee à quelque chose. Bradun, le chasseur de primes, se rend sur Nar Shaddaa au Star Cluster Casino pour demander à Nock. Là, on revoit Nock, mais cette fois-ci, c'est le chasseur de primes qui s'en va le rencontrer. Donc, on comprend que Nock, il a comme... on sait qu'il a déjà parlé à Darth Angral, puis là, il va parler avec le chasseur de primes. Donc, c'est un peu étrange. Ce personnage-là est quand même important là, pour que ces deux-là se rendent à lui pour lui demander quelque chose. Donc, on va voir. Donc, Bradun demande à Nock de l'aider à conclure une job qu'il devait faire. Évidemment, Nock accepte, mais à condition que lui, à son tour, va aussi l'aider pour un travail qu'il a besoin de faire aussi. Là, on revient à Maître Zim, qui apprend aux autres, évidemment, la mort de Darnala. Satelli, elle ne sait plus trop quoi faire, mais le lieutenant Tavus tente du mieux qu'il peut de la réconforter. Là, par la suite, on retourne sur Korriban, puis là, on voit que Darth Baras décide de renvoyer le Wookiee qui n'est plus du tout le bienvenu sur Korriban, comme son prisonnier s'est échappé. Puis au même moment, on voit dans le fond, là, dans le background, le vaisseau qui explose, puis il apprend que Darth Angral, il croit qu'une bombe aurait été déposée sur le vaisseau par un espion de la République et que le traité de paix, aurait sûrement que là, il vient d'être comme renié ou quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'ils ne savent plus trop ce qui se passe. Là, on va revenir à Orgus et Tavus, qui arrivent enfin sur la planète Balmorra, puis qui constatent que les soldats ont raté la date limite pour quitter la planète. Parce qu'on se rappelle, suite à la signature du traité, la République devait absolument quitter plusieurs mondes où ce qui est en train de combattre. C'était un peu une condition. Puis là, on voit que finalement, la date est dépassée et qu'ils n'ont toujours pas quitté la planète. Puis là,
Pourquoi ils n'ont pas quitté la planète? Ben, c'est tout simplement qu'ils attendent le retour du Jedi Fortress qui devait aller libérer des prisonniers. Mais maintenant, tu vois que l'Empire est en train de les attaquer. Là. Puis là, pour ne pas prolonger la guerre sur Balmorra, ben Orgus envoie Fortress sur Dantooine pour tenter de maîtriser le combat. Autrement dit, le retrouver. Puis là, il a dit, gars, quitte Balmorra, là, va t'occuper d'une autre situation qui se passe sur Dantooine. Moi, je vais m'arranger de rester ici puis de calmer un peu le jeu là, pour pas que tout ça vire mal. Puis là, par la suite, Satali et Tavus ben, vont l'accompagner. Puis lui, de son côté, Orgus ben, va rester, comme je disais, sur Balmorra pour tenter de calmer un peu ce qui se passe à cet endroit-là. Sur Coruscant, Braddon organise une fausse rencontre entre Maître Zim et le commandant Lesl. Je ne sais pas comment le prononcer. C'est un peu étrange, c'est L-E-S-L. Lesl? Bref, celle qui l'avait engagé sur Dantooine. Au début, dans la première fois qu'on a parlé du chasseur de primes Braddon, ben, on savait qu'il y avait un contrat qui avait été donné par la République. Ben, c'était cette commandante-là qui lui avait donné. Là, ben, il décide d'organiser une rencontre entre Zim et elle, une fausse rencontre. Puis là, évidemment, il profite de cette fausse rencontre-là, qui est autrement dit un piège, pour tuer la commandante. Puis au même moment, lorsqu'il voulait transmettre le message de Darnala à Zim, ben, Zim décide d'attaquer Braddon. Puis à ce moment-là, ben, Braddon n'a pas d'autre choix que de le tuer. Fait qu'il n'a pas réussi finalement à lui donner le message que Darnala voulait qu'il transmette. Puis là, au même moment, on voit encore une fois, dans le fond, une grosse explosion qui survient sur le Sénat. Puis là, d'abord, à ce moment-là, Braddon utilise cette diversion-là, si on veut, pour quitter Coruscant. Mais on voit qu'au loin, il est observé par le fameux Wookiee qui l'avait capturé au départ. Là, on retourne sur Dantooine. On voit que Tavus et Satali sont arrivés sur la planète, puis qu'ils apprennent évidemment la mort de Zim et la mort du commandant Lesl, et que la tour du Sénat a même été bombardée. Là, le sénateur Amris espère qu'ils pourront convaincre le major sur Dantooine de quitter la planète pour que le traité soit signé, parce qu'on comprend qu'il y a plusieurs endroits comme ça où ils ne veulent pas quitter, se rendre, comme on veut, abandonner ces attaques-là. Donc ça, c'en est un, ce major-là. Puis c'est un peu pour ça qu'il avait été sur la planète pour essayer de le convaincre de cesser les attaques puis de se retirer. Mais là, on voit que Tavus et Fortress sont finalement d'accord avec le major pour rester sur la planète. Puis là, à ce moment-là, Satali croit qu'il y a encore de l'espoir pour la paix. Mais Tavus, lui, décide de retourner au vaisseau pour contacter Orgus un peu pour lui expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, la situation. Surtout que là, il semble tendre du même côté qu'eux pour rester sur la planète. Là. Il y a vraiment juste Satali qui semble pas trop être intéressé à suivre cette voie-là. Sur Balmorra, Amris contacte Orgus pour lui demander de se rendre d'urgence sur Nar Shaddaa. Il croit savoir qui est responsable finalement de la mort de Zim et du bombardement de la tour du Sénat. Ça serait un certain chasseur de primes du nom de Braddon, évidemment, lui que nous on savait, qui voulait par contre simplement se venger. Donc, il pense que présentement, il y aura encore des chances que le traité de la paix ait lieu, vu que ça n'a pas un lien avec les Jedi ou l'Empire qui ont attaqué, mais c'est vraiment tout simplement un chasseur de primes qui veut se venger de quelque chose. Donc, ces deux événements-là n'ont pas de lien ensemble, puis sûrement que le traité de la paix pourrait se poursuivre. Là, on revient à l'Académie Sith sur Korriban. On retrouve Darth Baras qui est attaqué au sable laser dans son dos par un Sith encapuchonné qu'on ne peut pas trop savoir c'est qui. Puis, évidemment, il va répliquer avec des éclairs de la Force Sith du côté obscur qui brûlent l'attaquant. Puis là, on va le voir comme tout simplement dire Engral. On comprend que ça doit être Engral qui est en train de l'attaquer ou quelque chose comme ça. Sur le vaisseau, le lieutenant Tavus est contacté par Fortress qui lui demande son aide. Il doit le rejoindre aux ruines de l'ancienne enclave Jedi sur Dantooine. Tavus voit que le droïde espie l'espionnait, fait qu'il décide de le détruire. Finalement, vu qu'il était comme espionné, il va tout simplement se retourner, le détruire complètement, le tirer, puis maintenant le droïde espie, il n'est plus là. Fait que c'est comme ça que se terminait la deuxième partie de ce comic-là. Par la suite, le troisième et dernier comic commence avec Braddon qui retourne voir Nock sur Nar Shaddaa. Là, à ce moment-là, Nock lui demande de rapporter les schémas qu'il a trouvés sur le commandant sur Dantooine et il lui demande aussi ce que c'était
C'était quoi le message qu'il devait transmettre à Azim, le message de Darnala? C'est là qu'on apprend que la Jedi lui avait dit que le capitaine impérial qui a attaqué leur vaisseau était sous l'ordre secret d'un Sith nommé Barras. Fait que là, on voit qu'on a encore un peu plus d'informations. Est-ce que ça nous aide ou ça nous mélange? Ça dépend. Moi, je vous dirais qu'à un certain moment, je me surlus, là, j'étais plus trop sûr de savoir qui manigançait quoi dans cette histoire-là. Là, on est de retour sur Dantooine dans les ruines de l'enclave Jedi où ce que Tavus rencontre Fortriss. À ce moment-là, Fortriss lui dit que le suspect du meurtre de Zim, un chasseur de primes, n'est pas le responsable du bombardement sur le Sénat. Il y avait des espions de l'Empire au Sénat, ils auraient été exposés. Finalement, vu qu'ils étaient exposés, c'était eux qui mettaient des bâtons dans les roues pour que le traité de paix ait lieu. Alors, ils ont été comme la cible du bombardement, pour, j'imagine, les terres, là, pour cacher un peu que c'était eux qui causaient ces problèmes-là. En route pour Dantooine, Darth Angral est contacté par Nock, qui l'informe que ce serait le seigneur Barras qui serait responsable de déranger le traité de la paix. C'est le capitaine impérial du vaisseau qui a explosé sur Korriban, qui avait reçu des ordres secrets de Barras pour attaquer le vaisseau de la République. Donc, on comprend que le vaisseau avait été détruit encore une fois pour cacher un peu ce qui s'était passé. Alors, à ce moment-là, Angral décide de retourner sur Korriban. Maître Orgus retrouve Bradun dans une cantina de Narshada. Bradun lui dit que s'il veut connaître celui qui a dérangé le traité de la paix, il doit venir avec lui sur Dantooine. On voit que tout le monde commence à démêler un peu puis comprendre de plus en plus ce qui se passe. Darth Angral retrouve Barras sur Korriban. Puis là, évidemment, ils vont combattre. Mais lorsque Angral lui dit qu'il sait que c'est lui qui est responsable de déranger le traité de la paix, Barras lui dit qu'il a besoin de son aide finalement et qu'il fait maintenant partie du plan. Donc, ils vont plutôt s'allier pour la suite des événements, ces deux-là, au lieu de combattre comme ça. Orgus et Bradun arrivent sur Dantooine, puis Bradun leur dit que c'est le seigneur Barras qui est responsable de l'attaque du vaisseau de Satali et Darnala. Satali ne comprend pas pourquoi, car de son côté, elle avait ressenti plus de paix dans Barras, si on veut, contrairement à ce qu'elle avait ressenti avec Darnala sur Alderaan lors des négociations. Parce que quand elle avait un peu explosé, si on veut, puis qu'elle avait voulu attaquer le seigneur Barras, elle avait comme ressenti que lui, il était un peu zen, un peu en paix. Puis même qu'il était tellement en paix que Darnala, elle, paraissait encore plus avoir de la haine. Là, on voit qu'elle ne comprend pas trop. Là, c'est un peu mélangeant pour elle. Là, de retour dans les ruines de l'enclave Jedi, Tavus rencontre Maître Darnala, qui n'est pas morte. Et oui, finalement, elle n'a pas été tuée. Elle a fait croire à sa mort et même que le Wookiee qui devait la battre, son nom en passant, c'est Dalbora, est maintenant avec elle. Il ne l'avait pas réellement tué, comme je vous disais. Fortriss et d'autres officiers militaires et Jedi ont joint Darnala. Puis là, finalement, tout ce qui reste à faire, c'est d'éliminer le seigneur Barras qui sera blâmé pour tous ces événements-là. Puis là, à ce moment-là, elle demande à Tavus de se joindre à eux et que, justement, Barras s'en vient sur Dantooine. Fait qu'on comprend finalement que la Jedi Darnala, là, elle avait planifié pas mal de choses depuis un certain temps, puis qu'elle était en train de manigancer des affaires pour, justement, faire tomber un peu le traité de la paix, puis tout ça. Donc, ça s'en vient compliqué, toute cette histoire-là. Satali trouve Espi détruit, puis évidemment, Tavus, est plus là. Là, à ce moment-là, Orgus contacte Satali et lui dit que le chasseur de primes Bradun s'est enfui. Satali ressent qu'il se passe en même temps quelque chose dans les ruines de l'enclave et veut aller voir tout de suite, mais Orgus lui dit d'attendre son retour avant de faire quoi que ce soit. Il doit, lui, de son côté, retrouver le chasseur de primes avant. Mais évidemment, Satali ne peut pas attendre et décide d'y aller quand même seul. Puis là, on se retrouve dans une ancienne cave de cristal sur Dantooine. On voit le seigneur Barras et Darth Angral qui attend l'arrivée des Jedi. Là, on voit que Darnala arrive, puis elle commence aussitôt à les attaquer avec l'aide du Jedi Fortriss, de Tavus et du Wookiee. Alors, au même moment, Satali arrive aussi pour justement les aider, à se mêler à eux pour commencer à les aider. Barras leur dit que c'était son plan depuis le début, car il savait que les Jedi ne pouvaient pas accepter la paix,
que cela allait révéler leur hypocrisie, leur haine. Bref, que lui, c'était un peu ça qu'il voulait faire en faisant toutes ces petites manigances-là, c'était de faire ressortir comme quoi que les Jedi ne sont pas capables d'être en paix avec l'Empire. Donc, c'était un peu ça, ces manipulations. Là, évidemment, au même moment, Barras tente de convaincre Satali Shan de se joindre à eux pour protéger la paix. C'est ce qu'il dit, lui, on veut la paix, mais c'est tellement plein d'ambigu. À un certain moment, Darth Angral est désarmé et Darnala demande à Tavus de le tuer, mais Satali lui dit de ne pas le faire. Alors, Darnala, à ce moment-là, ressent tous les sentiments que Satali a envers Tavus et décide de le tuer pour sa traîtrise. Mais Fortress l'en empêche. Surtout, on voit un peu la complexité, là. Je n'ai pas élaboré beaucoup sur ça, mais Satali Shan, puis Tavus, on a vu à certains moments dans le comic qu'il y avait une certaine attirance. Il y avait quelque chose un peu d'ambigu entre ces deux-là. On voit que Tavus ne la déteste pas du tout, donc Darnala, elle ressent ça, elle décide d'utiliser ça un peu pour punir Satali Shan de ne pas vouloir pas vouloir la suivre un peu dans les actions qu'elle est en train de faire. Mais en même temps, l'autre Jedi, Fortress, qui est allié à Darnala, lui non plus, par contre, il n'est pas prêt à aller aussi loin que ça, de tuer Tavus juste pour punir Satali Shan. Fait qu'il l'empêche au dernier moment. Fait que, on voit que présentement, les Jedi ils ont tout plein de c'est très complexe côté émotion, côté gestion justement des émotions, tout ça. Ça me fait beaucoup penser, je fais un gros parallèle, là, mais justement à la série The Acolyte, tout ce qu'on voyait que les Jedi étaient tout un peu... il y en avait beaucoup qui avaient des difficultés à gérer leurs émotions, qui n'étaient pas des super Jedi finalement, qu'il n'y a rien qui les touche, puis qui sont pas capables qui feront rien de mal, mais ça existait aussi dans l'univers légende de Star Wars il y a très longtemps. Puis, on le voit très bien dans ce genre de scène-là, là, des Jedi qui sont en train de sombrer tranquillement au côté obscur, tout ça. Donc, quand même beaucoup de complexité dans cette aventure-là. Là. C'est quand même très bien à date. Là. Je dis à date, mais vous allez voir tantôt, finalement, ce que je voulais dire, là, c'est quand même intéressant. Puis là, à ce moment-là, elle demande au Wookiee de le faire, mais le Wookiee décide plutôt de la frapper. Fait que là, on comprend qu'il est tellement... je vous dirais, elle ne sait plus trop quoi faire. Darnala, là, vu que le monde ne veut pas nécessairement suivre ses actions, elle va même jusqu'à demander au Wookiee de tuer pour elle, mais finalement, le Wookiee, même lui, ne va pas jusque-là, puis il décide plutôt de la tuer, elle. Fait qu'il la frappe, puis elle meurt sur le coup. Fait que Darnala est décédée à ce moment-là, des mains du Wookiee. Puis là, on voit que Engral veut en finir avec les Jedi, mais Barras lui dit de les laisser partir. Barras demande à Satili de rester avec eux, car comme le sang de Revan coule dans ses veines, d'une certaine façon, elle leur appartient. Il lui dit que le côté obscur est sa destinée, qu'elle va se joindre à eux ou elle va finalement se laisser envahir par la haine et tomber comme son maître vient tout juste de le faire. Darnala, là, comme quoi elle a tellement comme perdu le contrôle qu'elle est morte. Mais c'est ce qui va y arriver si elle décide de ne pas joindre l'Empire aux côtés des autres sites. Puis en même temps, c'est la référence avec Revan, c'est quand même le fun, parce qu'on le sait, Satali Shan serait la descendante, si on veut, de la femme de Revan, donc il y aurait le même sang dans ses veines. Donc, je dis la descendante de la femme de Revan, mais de Revan aussi, plutôt de leur enfant, tout ça. Donc, elle a le sang qui coule dans ses veines, le même sang que Revan, puis elle appartient au site, si on veut. Il lui dit qu'elle ne va jamais vaincre les Sith, mais elle, de son côté, elle lui répond que peut-être pas, mais qu'un jour, d'autres vont réussir. Puis là, Engral lui dit qu'il aurait dû... Engral dit à Barras qu'il aurait dû lui laisser la chance de la tuer et qu'à partir de maintenant, il jouerait selon ses règles à lui. De retour à la base de la République sur Dantooine, Tavus, Fortress et Satali expliquent à Orgus qu'il ne devrait plus y avoir d'attaque maintenant, de problème, parce qu'ils ont réussi à éliminer la source des attaques, un groupe qui était pas affilié à la République ou à l'Empire, là, c'était comme des indépendants. Ils voulaient leur faire croire que c'était le seigneur Barras, le responsable. C'est un peu ça qu'elle leur raconte, si on veut. De son côté, Orgus, lui, il a perdu la trace du chasseur de primes, mais de toute façon, il ne semble plus être important maintenant dans toute cette histoire-là, vu que c'était juste pour une vengeance, ça n'avait pas rapport avec le traité, tout ça. Fait qu'on voit que, encore une fois, Satali Shan, les autres Jedi ont quand même décidé de cacher un peu la vérité à Orgus, puis de mettre ça un peu que c'était un groupe d'indépendants qui voulait faire tomber le traité de la paix. Bref,
encore des manigances, un peu comme... je fais des grosses références à The Acolyte. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose à réfléchir avec ça. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis là, dernière petite scène minuscule avant la fin du comic. On voit que le chasseur de primes, Bradun, retrouve le Wookiee. Puis qu'à ce moment-là, quand il le voit, il le tue, il l'élimine. Fait que, tu sais, juste une petite finalité finalement pour le chasseur de primes qui n'a pas été retrouvé par Orgus, mais lui a quand même réussi après ça à aller tuer le fameux Wookiee, son contrat du début. Donc, c'est un peu... C'était tout son contrat, je ne m'en rappelle plus, mais tout ça pour dire que finalement, ça finit comme ça, c'est le chasseur de primes qui tue le Wookiee. Bon, fait que là, rapidement, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup expliqué ce comic-là qui était quand même très élaboré. Là, j'ai essayé de faire un résumé avec ça. C'est un peu difficile des fois quand il se passe énormément de choses en si peu de numéros. Mais je vous dirais que j'ai beaucoup... j'ai bien aimé le moment où on apprend que Darnala, finalement, elle n'est pas morte. Quand on le voit dans le comic, moi, pour le reste, je m'en attendais pas. Là, je m'en rappelais même plus. Puis ça m'a quand même un petit peu surpris. Là, on voit qu'elle a comme manigancé dans le dos du Conseil Jedi et puis qu'elle a rallié d'autres Jedi à ses côtés ou des membres de la République à sa cause. C'était quand même intéressant à ce moment-là. Puis là, on avait un indice, c'est sûr, de ça lorsque Satellite dit qu'elle n'avait pas ressenti de haine lorsqu'elle s'était excusée pour ses agissements envers le Seigneur Barras. Un peu ce que je vous disais tantôt. Avoir été plus attentif, je m'en serais peut-être plus douté à ce moment-là parce qu'elle dit clairement dans le comic à un moment donné qu'elle a ressenti beaucoup plus de haine en Darnala qu'elle en avait ressenti au Seigneur Barras, le Seigneur de l'Empire. Donc, c'est pas mal un signe que un Jedi, normalement, ne devrait pas avoir de haine en lui. Elle l'avait vu à ce moment-là. Fait que, c'est un peu un indice pour nous faire allumer que finalement, Darnala, il se passe quelque chose avec elle. Bref, c'est quand même le bout un peu que j'ai apprécié, si on veut, dans ce comic-là. Évidemment, mon appréciation, il y a peut-être une chose qu'il faut savoir aussi de ce comic-là. Vous allez le voir visuellement, là, si vous prenez le temps d'aller le lire. Ce comic-là, ça a été le premier qui a été écrit et créé, si on veut, avant la sortie du jeu The Old Republic. Puis plusieurs mois avant. Là, le visuel est très différent à bien des niveaux là, comparativement au jeu. Satellite Shan, visuellement, elle ne se ressemble pas du tout à ce qu'on a vu après ça dans les cinématiques puis dans le jeu The Old Republic. Là. Elle est très, très différente visuellement. Je vous dirais que ça ne gâche pas le problème. Là. Puis en plus, ce qui est un peu spécial, c'est que ce comic-là, en trois parties, Trait of Peace, a paru avant le comic en trois parties qu'on avait vu à l'épisode 47, Blood of the Empire. Puis Blood of the Empire est un peu plus fidèle à ce que le jeu est devenu par la suite parce qu'il était simplement plus proche de la sortie du jeu. Donc, c'est un peu une différence. Mais n'empêche que, de façon générale, le comic, je l'ai quand même bien apprécié. Puis même, je l'ai plus aimé que le comic de Blood of the Empire. Je pense que je l'ai trouvé celui-là un peu plus supérieur à l'autre. Puis ça explique quand même bien toute cette histoire-là du traité de paix entre l'Empire, toutes les manigances qu'il y a en arrière, là, c'est quand même bien. Donc, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Avant de conclure l'émission, je vais rapidement vous parler du dernier chapitre du livre Le Journal de Maître Gnos Dural, donc le chapitre 10. Juste rapidement, un petit résumé des informations en lien avec ce journal-là. C'est écrit par Rob Chetzny. Évidemment, c'est un journal qui est considéré comme si c'était dans l'univers, donc comme si un des personnages de Star Wars l'aurait écrit. Publié par Chronicle Book le 20 décembre 2011, puis ça venait comme un bonus de l'édition collector du jeu de Star Wars The Old Republic. Le chapitre 10, ça se nomme Après le traité de Coruscant, donc c'est après les événements justement de la signature du traité, d'un peu de ce qui s'est passé par la suite. Donc, un peu aussi en partie ce qui s'est passé dans le comic qu'on vient tout juste de voir. Donc, juste un petit résumé rapidement des faits importants qui se passent dans ce chapitre-là. On a une partie qui est écrite par Maître justement Gnos Dural, où ce qui parle plus en détail du meurtre du grand Maître Zim et l'attentat à la bombe contre la tour du Sénat. Puis
Puis même déjà, à ce moment-là, lorsqu'il écrit ces lignes-là, ben, il est comme je vous dirais qu'il y a comme un doute qui semble avoir été... comment je pourrais dire ça? Il pense que cette bombe-là n'a pas été commise par les impériaux. Fait qu'il y avait déjà comme un doute un peu de l'attaque. Puis aussi, il fait juste préciser comme quoi que Maître Orgus a été choisi pour mener l'enquête de cette attaque-là. Après ça, on a évidemment des notes de Satalichan qu'elle ajoute au journal. Puis là, elle raconte en détail sa mission avec Maître Darnala de superviser le retrait des forces de la République et des Jedi de plusieurs mondes. Donc, évidemment, ce qu'on a vu dans le comic qu'on vient tout juste de lire. Elle parle aussi de Balmora, le suivi aussi de ce qui se passe sur Dantooine où où elle a rencontré Dark Angral. Évidemment, la mort de Darnala. Puis aussi, grotesque soit le traité de Coruscant, ben, on voit qu'elle accorde elle voit comme un peu le rôle important du traité. Finalement, ça accorde un répit indispensable à la République, puis qu'il faut continuer à croire que la Force est à l'œuvre et rester fidèle aux principes du Code Jedi. Fait on dirait qu'elle a comme basculé un peu, si on veut, du côté lumineux de la Force en disant non, elle comprend que le traité de la paix a un rôle à jouer, que ça va leur permettre de respirer un peu avant la poursuite de ce qui s'en vient. Puis c'est vraiment ce que la Force veut qu'on fasse. Fait que c'est un... Bon, je vous dis ça en des gros mots, là, c'est un peu ma compréhension. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est un peu cette côté-là. Sinon, encore d'autres informations de Gnos Dural. Évidemment, là, on a comme plus d'informations qui se passent après le comic. Là, on n'est plus au moment du comic, on est rendu un peu plus loin dans le temps. Puis là, il parle de la découverte de l'emplacement de la planète Titon. Il se rend là-bas pour étudier les vestiges laissés par les précurseurs de l'Ordre Jedi. Donc, on comprend que la planète Titon, c'est une planète qui va avoir comme un rôle important dans le jeu The Old Republic, massivement multijoueur. Fait que c'est pour ça qu'on en entend parler à ce moment-là. Puis là, pour venir un peu appuyer ce que Gnos Dural dit, on a encore des notes de Satalichan qui expliquent comme quoi que le temple Jedi ne sera pas reconstruit finalement sur Coruscant. Le Jedi va plutôt s'installer sur Titon. Puis que le nouveau temple, justement, va être construit là-bas. C'est un peu pour ça qu'il décide de ne pas le reconstruire sur Coruscant à ce moment-là dans l'histoire. Gnos Dural, lui, on le voit après ça, il met comme une autre entrée dans son journal qui se passe quelques années plus tard. Il passe la majeure partie de son temps à étudier la civilisation titonienne et il réussit à réaffirmer les principes fondateurs de l'Ordre Jedi. Même si la paix demeure avec l'Empire, des escarmouches éclatent sur certains mondes lointains et l'armée de la République s'avère performante. Fait que, on voit qu'il reste comme un peu à l'affût de ce qui se passe dans la guerre, même si les Jedi ont plus un rôle aussi fort, si on veut, présentement, à ce moment-là, du moins qu'il écrit dans son journal, que les Jedi restent quand même à l'affût de ce qui se passe avec l'armée de la République. Gnos Dural ajoute aussi une dernière entrée à son journal. Il dit comme quoi que le grand maître Satalichan a demandé à Gnos Dural de reconstruire les archives Jedi dans l'enceinte du temple sur Titon. Là, on voit qu'il nomme grand maître Jedi. Fait on comprend que Satalichan fait partie maintenant du conseil Jedi, elle est rendue très importante. Là, on voit qu'il va entièrement, Gnos Dural va entièrement se consacrer à cette tâche-là qui est de reconstruire les archives. Puis il va maintenant laisser la place à d'autres Jedi de suivre sa voie pour consigner les leçons du passé, finalement d'être un peu un historien, si on veut, des événements Jedi. Puis là, il conclut le journal avec une dernière observation. Il dit comme quoi que le côté obscur a toujours existé et l'obscurité et la lumière se sont toujours affrontés. Bien que nous aspirions à des jours meilleurs, nous devrions peut-être admettre, comme l'histoire semble l'indiquer, que l'équilibre entre l'obscurité et la lumière est inhérente à la nature même de la force. Inhérente, parce que moi, je n'étais pas certain du mot, ça veut tout simplement dire que c'est inséparable. Donc, l'obscurité et la lumière vont toujours aller ensemble, va toujours avoir les deux. Fait qu'on comprend là que finalement, on va toujours... la lumière et l'obscurité vont toujours être là, peu importe ce qu'on va faire. Fait qu'il faut peut-être voir ces choses-là différemment. Fait qu'il essaie comme un peu une pensée, là, comme... je pense que de ce que j'ai vu, moi, à date, dans Star Wars, c'est toujours la question, le côté obscur, le côté lumineux. Est-ce que l'un va sans l'autre? Il y en a qui disent non, ça va ensemble, on ne peut pas mettre de côté. Juste mettons l'obscurité puis garder la lumière, vice-versa.
Donc, c'est un peu ça qui venait soulever dans son dernier commentaire. Puis c'est comme ça que le journal se termine. Je vais faire une appréciation, si vous voulez, un peu générale du journal, vu que l'on a vu les 10 chapitres, ça fait comme plusieurs épisodes que j'en parle. Je l'avais dit que j'allais rapidement vous donner un peu après ça qu'est-ce que j'en ai pensé de façon globale, ce livre-là. Est-ce que ça vaut la peine que vous essayiez de vous trouver une version pour le lire au complet, tout ça? Ben, c'est un peu ce que je veux vous dire là. Je vous dirais que de façon générale, le journal de Maître Gnos Dural, c'est un très bon complément d'information. Il y a beaucoup de contenu supplémentaire, du lore là, en lien avec Star Wars et cette époque-là de l'Ancienne République. En plus, il y a des super bons résumés des événements majeurs qui se passent à cette époque-là. On le sait, c'était un journal qui était offert dans la version collector de The Old Republic pour justement donner de l'information supplémentaire aux joueurs avant de se lancer là-dedans. Parce que c'est pas vrai que tout le monde lit les romans, tout le monde lit les comics, quoi que ce soit. Donc, ce contenu-là est comme très bien fait pour t'aider à avoir une belle image de ce qui se passe avant de te lancer dans le jeu. Donc, moi, pour de vrai, je suis vraiment content de l'avoir, celui-là. Puis, c'est un super beau livre. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, moi, je vous le suggère. Là, je trouve que l'information à l'intérieur est très bien faite. Puis, en plus, en bonus, les dessins sont vraiment super beaux. Il y a beaucoup de dessins qui rattachent chacun des passages du livre. Puis, sont vraiment beaux à part de ça. Donc, moi, je trouve que c'est un must à avoir. Par contre, pour savoir est-ce que ça se trouve facilement, j'ai aucune idée. Moi, ça fait quand même peut-être 3-4 ans que je l'ai. Puis à ce moment-là, j'étais tombé sur un lot qui en avait plusieurs. J'avais pu m'en prendre un en français. Sûrement qu'en anglais, il est plus facile à trouver, par contre. Donc, peut-être chercher de cette façon-là si vous n'avez pas la chance de le trouver en français. Mais je vous le recommande. On est déjà rendu à parler de ce qu'on va justement parler au prochain épisode. Puis cette fois-ci, j'ai réfléchi un peu dans la dernière semaine, vu que je vais bientôt commencer à introduire des fois un épisode qui parle de contenu canon de Star Wars, c'est canon Disney. Je vais quand même m'en aller, lorsque je vais vous parler d'une lecture de l'univers légende, quand je vais être rendu au bout, ce que je vous parle de ça va être quoi la prochaine lecture, je vais vraiment m'en tenir à l'univers légende. Puis quand j'en aurai un épisode de l'univers canon, quand je vais dire au prochain épisode, mais ça va être vraiment de l'univers canon. Fait que, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le prochain épisode qui va avoir lieu, mais du moins, le prochain épisode du même univers, c'est le résumé un peu que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, prochain épisode, Légende. Je vais vous parler du roman Moisson Rouge, écrit par Joe Schreiber. C'est un petit roman, celui-là, il n'est pas très, très gros. Puis, c'est un roman un peu, je trouve qu'il est un peu particulier parce que c'est comme un peu un roman d'horreur, un peu un roman zombie. Puis, en plus, ce roman-là, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme un préquel à un roman qui va avoir lieu beaucoup plus loin dans la ligne du temps légende. Moi, je ne l'ai toujours pas lu, ce roman-là, puis je n'ai même pas le titre en tête, mais vu que nous, on y va de façon chronologique, la prochaine fois, c'est ça qu'on va voir quand même. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Là, je pense qu'on peut lire ce roman-là sans avoir lu l'autre, d'après moi. Là. On va voir de toute façon lorsqu'on sera rendu au deuxième. Donc, comme je vous disais, le titre, c'est Moisson Rouge. Puis, je vais vous lire rapidement le résumé qui est au dos du livre, juste pour vous donner un peu une idée de ce qui va nous attendre pour cette lecture-là. Donc, ça y va comme suit. Aux heures les plus noires de l'Ancienne République, alors que les chevaliers Jedi combattent les seigneurs Sith et leur armée impitoyable Darth, Scabrous poursuit son rêve fanatique sur le point de devenir une réalité cauchemardesque. Parmi les Jedi du corps agricole, Estizo Trace possède un extraordinaire talent. Un don avec les plantes qui lui a permis d'élever sa chère et précieuse orchidée noire, une fleur rare dont doit s'emparer à tout prix l'émissaire de Darth Scabrous, car elle est l'ingrédient final d'une préparation funeste, censée offrir l'immortalité. Mais au cœur de la formule se trouve aussi un virus monstrueux capable de réveiller les morts. Fait qu'on voit, ça va être un roman un peu à saveur horrifique. De ce que je me rappelle, je crois que c'était quand même bien comme roman.
Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai lu. Moi, ça va être ma deuxième lecture. Puis je ne l'ai pas encore commencé aujourd'hui, là, au moment que je vous parle. Donc, je vais me lancer là-dedans très, très bientôt. Puis, évidemment, ça va être ça notre prochaine lecture. Fait que j'ai quand même hâte de vous en reparler. Puis, sinon, ben, c'est comme ça que se termine notre émission cette semaine. Je trouve que c'était un petit peu décousu, je m'excuse d'avance. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parlais. Puis, on dirait que ça sortait tout croche mes affaires. On dirait que je débitais ça super vite. Mais, regarde, ça arrive des fois, on n'est pas toujours dans notre top faire une émission. Mais c'est pas grave, on va diffuser celle-là comme ça. Puis, ça sera mieux peut-être la prochaine fois. Sinon, je vais vous donner un peu les informations si jamais vous voulez me contacter. Vous pouvez le faire à l'adresse courriel masemaine-starwars@gmail.com. Si vous avez un commentaire ou des questions, je vous invite à le faire à cet endroit-là. Puis aussi, vous pouvez me laisser un message audio si vous voulez d'une durée de environ 90 secondes maximum sur speakpipe.com/masemaine-Star-Wars. Si jamais vous voulez me poser encore là une question, vous voulez dire un commentaire, puis même si vous voulez que je le partage dans l'émission, ça pourrait être le fun. Peut-être juste me le dire rapidement au début que vous voulez que je le mette dans l'émission pour que tout le monde puisse l'entendre. Ça serait vraiment le fun. Comme ça, on pourrait peut-être avoir une façon d'échanger ou d'emmener des sujets à jaser dans l'émission. Donc, je vous invite à faire ça à cet endroit-là. Sinon, évidemment, il y a toujours ma chaîne YouTube, Ma Semaine Star Wars, que je publie des courtes vidéos, des lectures que je fais, des romans et des comics que je reçois. Donc, allez voir ça. Puis sinon, il y a aussi la page Instagram à Ma Semaine SW. Puis évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Puis n'oubliez pas, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!